On va revenir sur les 3 thèmes de la journée, en quelque sorte prendre un peu de hauteur vis-à-vis de ces tendances actuelles qui impactent le monde de l'embarqué et voir comment elles impactent les systèmes et les produits d'un grand groupe comme le vôtre. Donc vous êtes vice-président Software Research et Technology du groupe et vous avez suivi donc à distance d'abord dans la matinée puis en présentiel les différentes tables rondes. Qu'en avez-vous retenu? On va essayer de faire un petit débrief d'une demi-heure donc avec vous. Bon, bonjour à tous. Je vous propose déjà de... Alors, je ne les ai pas tout à fait pris dans l'ordre, mais je vous propose quand même de redémarrer par le premier qui a été la première table ronde sur l'open source hardware et le sujet de la souveraineté. La souveraineté, voilà. Avec un focus particulier sur RISC-V. Alors déjà, la première chose, bon, j'avais un peu abordé le sujet justement il y a quelques mois sur cette même scène, dans une salle et dans une configuration un peu différente. Et en fait, on voit que depuis, on est quand même sur une technologie qui a pris de l'ampleur, qui a pris de l'essor. Et aujourd'hui, enfin, je l'avais déjà partagé l'année dernière, mais aujourd'hui, je suis encore plus convaincu que c'est une technologie qui va impacter de manière durable la manière dont on va concevoir les systèmes embarqués en s'appuyant sur un écosystème ouvert. Et en fait, les raisons derrière cela, il y en a plusieurs. Alors, il y en a qui ont été effectivement fortement abordées ce matin dans la conférence. On parle effectivement d'une innovation collaborative qui elle-même est très très rafraîchissante. Et on le voit, on a une accélération de l'innovation sur la manière de concevoir des processeurs qui répondent, on va dire, à des algorithmes qui sont eux-mêmes de plus en plus avancés. Et cette innovation, elle touche tout l'écosystème, que ce soit effectivement le monde de la recherche, que ce soit effectivement le monde de l'éducation ou même celui des entreprises et des grands groupes comme Thales. Le fait d'être sur un standard qui est un standard ouvert permet effectivement à toutes ces différentes populations d'avoir accès à la même base de connaissances. Par le passé, avoir effectivement accès aux détails de certains aspects du jeu d'instruction pouvait passer par des processus très complexes, des NDA qui pouvaient elles-mêmes être un frein à la capacité d'agilité dans l'innovation. Mais je ne vais pas revenir là-dessus, le sujet a quand même été assez largement couvert. Il y a 2 aspects sur lesquels quand même je voulais revenir. Quand on parle de souveraineté, l'enjeu, et puis par exemple, si on prend le cas de Thales, ça n'est pas d'avoir le code source d'un microprocesseur de manière gratuite et téléchargeable sur Internet, en fait. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est vraiment, et ça a été abordé par plusieurs intervenants, il est dans l'écosystème. Et par écosystème, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a les technologies en tant que telles, et RISC-V est une technologie, mais il y a aussi effectivement l'outillage. Alors, Loïc Liétard de Greenwave a abordé en fait ce lien avec l'outillage, dans lequel il disait qu'effectivement, la souveraineté, c'était la maîtrise des technologies, mais aussi la maîtrise de leurs outillages. Et il parlait effectivement des outillages en particulier pour la conception, quelque part, des systèmes on-chip et des composants électroniques. Mais en fait, cet écosystème autour de l'outillage, il est encore plus large que ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement... Alors moi, je suis VP Software, donc je vais parler un peu pour ma paroisse, je vais parler du logiciel. Il y a les compilateurs, il y a les débuggers, il y a les outils de support au développement, les outils de conception système, les bibliothèques logicielles, quand on parle de Linux, je parlerai un peu tout à l'heure de Kubernetes. Donc en fait, l'écosystème, il est technique... autour d'une technologie, il est très large. Et puis, Bertrand Castagnet a parlé, et moi j'ai particulièrement apprécié, parce que je suis particulièrement sensible à ça, autour de la dimension communauté technique, de la dimension communautaire. En fait, le fait que RISC-V soit maintenant abordé dans la plupart des universités, c'est aussi, quelque part, quelque chose qui illustre de manière très concrète le fait que c'est une technologie qui va impacter durablement, quelque part, le monde de l'électronique et le monde de l'embarqué qui nous rassemble aujourd'hui. Peut-être juste pour l'illustrer, alors je vais prendre un exemple Thales, c'est une initiative, en fait, on a organisé, c'est en cours actuellement, un hackathon RISC-V basé sur l'utilisation d'un processeur qui est en fait un processeur sur lequel Thales a beaucoup contribué en open source, qui s'appelle le Core-V. Et en fait, on a ouvert ce concours, dont l'objectif, quelque part, c'est de travailler sur la conception de systèmes plus performants en open source et en open innovation aux écoles d'ingénieurs et aux universités. Et en fait, donc là, on est sur un concours qui va se terminer, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de mai. Et en fait, on a 11 équipes
universitaires et d'écoles, issus de 8 écoles et universités françaises. Alors, je vais pas toutes les citer, mais effectivement, Centrale Lyon, Télécom Paris, les mines de Saint-Étienne, des universités telles que Montpellier, Toulouse, Rennes. Et donc, en fait, moi, je le vois aussi quand j'interviens en école. C'est absolument passionnant de voir à quel point ce sujet déchaîne les passions des futurs ingénieurs qui aujourd'hui étudient l'architecture des microprocesseurs et des systèmes on-chip. Et en fait, on voit que l'accès à cette information facilitée et puis la dimension communautaire dans laquelle on est accompagné avec la capacité de disposer d'outillages également disponibles accélère vraiment l'innovation dans le domaine. Donc cet aspect-là, pour moi, il est absolument clé et c'est à la fois une composante d'innovation très forte, mais c'est aussi effectivement pour illustrer le fait que la souveraineté, ce n'est pas uniquement une question liée à la technologie, mais c'est une question aussi liée à l'ensemble de l'écosystème technique, outillé autour de la technologie. Et effectivement, nous on le voit, par le passé, on peut avoir des technologies extrêmement performantes, et dans la durée, c'est quand même extrêmement compliqué de maintenir l'ensemble lorsqu'on dispose quelque part d'une chaîne d'outils, une chaîne logicielle qui n'est pas aussi attractive et aussi performante que ce qu'on peut trouver aujourd'hui, par exemple, dans le monde de l'open source. Et ça, c'est quand même un rétexte qu'on a fait et ça fait partie des sujets qui nous intéressent quand même fortement dans l'écosystème RISC-V. Si on regarde en fait cette dimension, souvent on identifie quand même bien les challenges techniques autour de la technologie elle-même. Les challenges techniques autour de l'outillage et de cette maturité de l'outillage, ils sont souvent plus difficiles à aborder parce que des fois, c'est pas les mêmes populations, c'est-à-dire que développer des outils et concevoir effectivement des technologies électroniques, c'est pas, en fait, c'est pas tout à fait la même activité. C'est pas non plus des choses qui s'adressent aux mêmes populations parce que les outils logiciels s'adressent à des communautés d'ingénieurs logiciels, alors qu'effectivement les outils autour de l'électronique s'adressent à des électroniciens. Et en fait, on voit que souvent, c'est très difficile d'assurer quelque part la cohérence, la performance, l'innovation et la souveraineté sur toutes ces différentes dimensions. Alors qu'en fait, si on regarde l'écosystème en France et en Europe, on a un écosystème qui effectivement excelle dans ces différentes dimensions, que ce soit sur les dimensions technologiques, donc là on a parlé du CEA ou quelque part des industries françaises et européennes qui quelque part développent ces technologies. Je pense qu'en France et en Europe, on excelle aussi dans la conception d'outils d'ingénierie, que ce soit effectivement des outils d'ingénierie logicielle, système, enfin j'ai en tête des sociétés comme 3DS, comme Siemens, et puis on a aussi une capacité d'innovation locale avec des grands éditeurs qui sont présents aujourd'hui, Ansys, Mathworks, c'est-à-dire qui sont en proximité, donc on a cette capacité à innover. Ce qui est important, c'est de pouvoir aligner l'ensemble des acteurs pour quelque part adresser l'ensemble des dimensions, sinon on se retrouve avec des technologies extrêmement performantes dont on n'arrive pas forcément à exploiter tout le potentiel. Pour revenir en fait sur le sujet de la souveraineté, et je finirai là-dessus en fait sur ce thème, on se focalise beaucoup sur l'open source. Open source hardware, open source software. On a un peu parlé d'open data, qui est aussi un sujet important. Et en fait, c'est pas suffisant pour assurer la souveraineté, pour assurer la capacité à maîtriser son destin. Parce qu'on l'a cité, il est aussi important de comprendre comment sont organisés les écosystèmes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut très bien se retrouver sans aucun problème, vendeur loqué, enfin, quelque part, avec des problématiques de souveraineté et de difficultés dans la réversibilité sur, effectivement, des technologies en open source, tout simplement parce qu'on ne va pas être en capacité de les faire évoluer ou de les intégrer. Et on le voit aussi sur des sujets comme l'export control et l'ITAR. C'est pas parce que c'est open source qu'on va être à l'abri de, on va dire, de difficultés, de problèmes de souveraineté vis-à-vis du contrôle des technologies. L'année dernière, effectivement, j'avais abordé le sujet RISC-V, on avait abordé le sujet effectivement du RISC ITAR, vu que c'est une technologie en fait qui va fêter ses 10 ans et qui est issue de Berkeley et qui a un écosystème effectivement très actif aux États-Unis. J'avais parlé de l'accélération dans la prise quelque part, dans l'implication de la Chine, qui avait été une conséquence des difficultés de Huawei dont on avait parlé.
et j'avais dit c'est important effectivement que en Europe on arrive à avoir une communauté qui soit aussi extrêmement active sur le sujet et honnêtement, et puis qu'on soit aussi accompagné. C'est-à-dire que par, on va dire, par l'Europe, par la France, pour pouvoir effectivement structurer cette communauté. Alors moi, c'est un sujet sur lequel je pense qu'on a fait pas mal de progrès cette année. J'ai en tête, alors c'était juste avant Noël, effectivement, une déclaration récente sur l'initiative, en fait, sur les technologies processeurs et semi-conducteurs qui a été signée par 18 États membres, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, qui a été signée début décembre, qui était très positif. À deux titres. Alors, on a quelque part une initiative assez forte et assez poussée sur le high performance computing, donc le HPC, depuis maintenant plusieurs années en Europe. Et un des messages qui était important, c'était de dire l'embarqué, ça n'est, en fait, d'ailleurs, c'est peu le HPC. Et donc, effectivement, il était aussi important que derrière ces innovations open hardware, on soit aussi capable d'adresser le monde de l'IoT, le monde de l'embarqué, le monde des systèmes cyberphysiques. Et en fait, cette initiative européenne, elle a vraiment étendu la volonté d'accompagner sur des technologies souveraines, en particulier autour de RISC-V, dans l'ensemble de ces domaines. J'aimerais maintenant que vous reveniez, Bertrand, sur un autre thème qui était un des fils rouges, pas assez abordé peut-être parce qu'on a un petit peu manqué de temps, mais c'est celui de la maîtrise énergétique des systèmes embarqués. Qu'avez-vous retenu des interventions et vous, quelle est votre position là-dessus ? Alors il y a au moins autant d'enjeux, voire plus que les sujets précédents. C'est un sujet qui est absolument clé. En fait, on l'a abordé par moment, par exemple également dans l'échange qu'on a eu, la table ronde qu'on a eu précédemment sur l'IA. En fait, il y a plusieurs aspects. Marc Duranton l'a fait notamment. Marc Duranton l'a fait. Il y a plusieurs aspects effectivement à aborder. Le premier, c'est la maîtrise de nos algorithmes et de leur complexité. C'est-à-dire avant même de regarder le sujet du computing, c'est important de prendre le sujet à la racine, entre guillemets, et là on voit, enfin on l'a aussi abordé avec Eric Bantini, c'est-à-dire la capacité à avoir une vue système, la capacité à concevoir des algorithmes qui ont le bon niveau de performance et qui répondent aux justes besoins, et ensuite effectivement à travailler l'embarquabilité de ces algorithmes sans même rentrer dans les technologies qui vont nous permettre d'implémenter le machine learning ou le deep learning, c'est absolument clé. Je pense, j'ai en tête l'encodage de données, on a parlé effectivement de transfer learning, enfin des choses comme ça qui sont au niveau algorithmique et qui sont absolument clés. Et il y a déjà un premier challenge ici. Le premier challenge, il est dans celui du co-design, parce que là on commence à non seulement à avoir besoin d'une vue système, d'une vue algo, mais également d'une vue logicielle et d'une vue matérielle. Donc ça commence à faire effectivement beaucoup de personnes qui doivent travailler à un optimal commun. Alors je lisais un papier et je pense que c'est aussi des choses importantes. On voit apparaître aussi des gens qui ont la double ou la triple compétence. C'est des choses qui sont un peu compliquées chez nous, mais qui sont aussi absolument clés et qui nous aident vraiment à accélérer l'innovation dans ces domaines. Alors moi je suis un promoteur de la double compétence. Bien sûr la co-innovation, enfin l'innovation et le co-design c'est très clé, mais de temps en temps on a des gens brillants qui ont effectivement une double vue et qui vont nous permettre d'être encore plus innovants. Marc a parlé de l'IA frugale. C'est absolument clé dans la maîtrise effectivement énergétique de nos systèmes, et je le mets aussi dans cette catégorie de maîtrise des algorithmes en amont de la technologie. Alors si on regarde vraiment aussi la technologie, dans la technologie on est depuis un certain temps, alors Marc est dans la salle donc je ne parlerai pas de la fin de loi de Moore, mais je parlerai de Dennard scaling, histoire de ne pas commettre l'erreur de vocabulaire, même si on parle souvent de la fin de la loi de Moore. On est en fait dans un dilemme qui nous a amené à quelque part commencer à faire des éléments de calcul et du computing entre guillemets sur mesure. C'est-à-dire qu'on a commencé à mettre des accélérateurs qui étaient très spécialisés dans un certain nombre d'activités.
Mais en parallèle, moi qui viens du logiciel, c'est un peu un cauchemar parce que le logiciel devient de plus en plus gros et en fait on cherche vraiment aussi à être en capacité à adresser des fonctionnels de plus en plus riches, des systèmes de plus en plus riches et complexes et ça se passe effectivement souvent par une approche prêt-à-porter un peu en opposition du sur-mesure pour des raisons de compétitivité, de réutilisation et donc en fait on se retrouve dans une espèce de paradoxe dans lequel on a la technologie qui fait du sur-mesure et on a de plus en plus envie, pour des raisons effectivement de complexité, de compétitivité, à faire du prêt-à-porter. Le premier axe autour de ça, alors moi je suis quelqu'un d'extrêmement positif, je vois des évolutions très positives là-dessus, ça a mis longtemps à venir, mais ça vient, c'est celui de l'évolution du modèle de programmation. Alors là, je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit peu de technique. Quelque part, bon, dans le monde de l'embarqué, et c'est toujours le cas, le langage qui est quand même majoritairement utilisé, c'est le C. Et en fait, le langage C, quand on regarde effectivement cette évolution du monde du massivement parallèle, c'est-à-dire que de plus en plus de calculs sont faits en utilisant, en fait, c'est des calculs très simples faits de manière massivement parallèle. On est sur des systèmes qui sont des systèmes temps réel. On a des problématiques de safety, on a des problématiques de cybersécurité, en particulier dans la gestion de la mémoire. Et on voit que le langage C, c'est vraiment pas le langage le plus adapté pour couvrir l'ensemble de ces aspects, surtout si on regarde le modèle de gestion de la mémoire, qui est un sujet en soi. À côté de ça, on voit apparaître, issus de l'IT, du monde des data scientists et quelque part de la data science, des langages de programmation beaucoup plus haut niveau, type Python, mais souvent, quelque part, le fait d'être plus haut niveau, ça se fait au détriment de la maîtrise énergétique dans l'implémentation, même si on voit des vrais progrès dans le domaine. Et puis, on voit aussi apparaître des langages qui sont en train vraiment de prendre leur marque dans le monde de l'embarqué et qui deviennent des alternatives très intéressantes. J'ai en tête Rust, qui en fait est un langage, on l'a vu en 2019 et en 2020, est en train de suivre une vraie poussée dans le monde de l'embarqué et pour plein de bonnes raisons. Là, cette vision sur les langages et sur les compilateurs, c'est une vision qui est une vision quelque part très locale. Si je reviens sur le paradoxe que j'avais commencé à mettre en avant, c'est-à-dire comment faire du standard qui a l'efficacité énergétique du sur-mesure, c'est un peu ça qu'on cherche à faire. Je trouve ça très intéressant, je l'avais aussi fait l'année dernière, de faire le parallèle sur la manière dont les cloud providers, dont on parle beaucoup, ont eux-mêmes adressé la question, parce que c'est toujours intéressant de regarder, j'avais parlé d'IT et d'OT, de regarder comment d'autres mondes, avec qui il y a une convergence certaine, qu'elle soit système, parce qu'on a beaucoup parlé de systèmes embarqués, connectés, voire de edge computing, quelque part d'autres mondes abordent le sujet. Et je suis parti d'un papier de Google qui mettait en avant justement le coût énergétique principalement du transport, c'est-à-dire le fait de transporter les données. Alors même quand c'est dans le cloud, les données, elles se déplacent et elles se déplacent très très souvent. Et effectivement, pour adresser la manière dont Google, qui parlait de 60% des coûts énergétiques qui étaient liés au transport, donc on n'est pas sur le traitement quelque part de la charge utile de la workload, on est vraiment sur le fait de disposer des données. Et on va retrouver les mêmes sujets dans les systèmes on-chip et dans les accélérateurs d'IA. La première chose qu'ils ont fait dans le cloud, c'est qu'ils se sont focalisés sur comment réduire grandement la taille des données à transporter. Et alors là, on le voit, ils l'ont adressé de plusieurs manières. On a parlé des technologies à base de conteneurs. En fait, les technologies à base de conteneurs, j'ai en tête Docker, qui est peut-être quelque chose dont on a parlé, elles ont permis de réduire de 90% la taille des applications telles qu'elles étaient manipulées sur les clouds. Et effectivement, quand on réduit très très grandement la taille des applications, c'est couplé aussi à une transformation des architectures qu'on appelle microservices, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Quelque part, on réduit d'autant le trafic, on améliore la perfo, on améliore le temps de démarrage, c'est-à-dire qu'on gagne sur tous les tableaux. Déjà, c'est la première étape.
La deuxième étape, elle est liée au fait, et ça ils l'ont standardisé. Aujourd'hui, les conteneurs, c'est quelque chose qui est absolument standard hein, dans les technologies cloud en particulier. Je reviendrai après sur l'impact sur les systèmes embarqués. Je ne vais pas vous faire un talk uniquement sur le cloud, mais on est sur des choses qui à un moment vont nous impacter. Le deuxième sujet qui en fait a été standardisé, c'est autour des technologies d'orchestration. Donc l'orchestration, c'est le chef d'orchestre qui va en fait être capable d'adapter la charge de travail, c'est-à-dire que les unités de travail, à ce qui se passe et au flux en particulier. Qu'on ait beaucoup de flux à traiter, peu de flux à traiter, et en fait le chef d'orchestre, il va dynamiquement s'adapter à la demande et adapter la charge au traitement. Et alors ça aussi, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes pour optimiser la manière dont on utilise les systèmes. Sans oublier que les data centers, même quand ils traitent rien, ils tournent. Mais au-delà de ça, il y a effectivement quand même, derrière cette capacité à s'adapter dynamiquement, quelque chose d'extrêmement intéressant. Et la technologie qui est derrière, je vais également reparler, elle s'appelle Kubernetes. Et aujourd'hui, c'est une techno qui est absolument indispensable dans le cloud. La troisième partie, elle est souvent un peu plus méconnue, mais en fait, c'est une réponse quasi directe des cloud providers au paradoxe que j'abordais, c'est-à-dire comment est-ce que je fais du standard qui a une efficacité énergétique du sur-mesure. Et en fait, on se rend compte que standardisation et spécialisation, ça va plutôt bien ensemble, en fait. C'est-à-dire qu'au final, plus on standardise les technologies et les traitements, et plus on est capable de spécialiser les plateformes qui les traitent. Et les spécialiser veut dire déporter une partie des traitements logiciels vers des accélérateurs matériels dédiés. J'ai en tête des interconnects hardware, des technologies type DPDK. J'ai en tête aussi des systèmes on-chip qui ont été développés par les cloud providers pour leur cloud. Donc j'ai en tête Nitro, Annapurna, Catapult côté Microsoft, qui en fait sont là pour mettre l'accélération hardware au profit vraiment du logiciel pour les data centers. J'ai en tête une quatrième catégorie de technologies qui est celle des accélérateurs disponibles en self-service, as a service, qu'il s'agisse des FPGA as a service. Il y a toute une technologie qui en fait permet d'avoir accès à des FPGA, mais depuis le cloud, en mode self-service, c'est-à-dire sur des ressources qui sont partagées au niveau des utilisateurs, et derrière, une capacité effectivement aussi à utiliser des GPU. Et là où en fait on voit aussi un challenge, c'est que la communauté logicielle qui est derrière et qui conçoit ces algos n'a pas toujours conscience que certains algos peuvent, en fait surtout dans le cloud dans lequel on n'a pas une visibilité directe sur la consommation énergétique de ce qu'on fait, elle n'a pas toujours conscience du fait que certains algos vont utiliser des ressources de computing non adaptées. Et là pour moi c'est une force pour le monde de l'embarqué qui est lui-même beaucoup plus à l'aise quelque part dans ses concepts et dans cette démarche d'éco-conception, c'est-à-dire dans la capacité à concevoir des systèmes qui sont peu consommants en termes d'énergie mais dès les phases de conception et pas uniquement en phase d'optimisation après l'entrée en service. Peut-être une dernière chose, les deux technos que j'ai cités, qu'il s'agisse de Kubernetes ou des conteneurs type Docker, on les voit vraiment arriver dans le monde de l'embarqué. Kubernetes aujourd'hui autour du edge computing et Docker autour des systèmes embarqués comme une manière de standardiser les applications et de pouvoir effectivement les intégrer facilement. Alors forcément, dès qu'on va être dans du low power ou de l'ultra low power, on ne va pas être capable de faire ça, mais on voit quand même une tendance extrêmement intéressante là-dessus. Je suis content parce que c'est un sujet, la maîtrise énergétique et donc l'efficacité dont on avait peu parlé par manque de temps souvent dans les tables rondes. Donc je suis vraiment content que vous ayez fait ce zoom assez complet. On va terminer par une troisième partie qui a été largement donc abordée depuis ce matin. C'est la tendance actuelle bien sûr du edge computing. Comment cette tendance, comment ce edge computing impacte-t-il le monde des systèmes embarqués, Bertrand Tavernier? Déjà, on peut faire un lien un peu direct entre le edge computing et la maîtrise énergétique de nos systèmes. C'est-à-dire que, je reviendrai là-dessus, classiquement, on était sur des approches qui étaient des approches entre guillemets IoT centrées sur la donnée. Donc l'idée, c'était de dire, je collecte la donnée sur le terrain et je l'envoie dans le cloud pour être capable de la traiter, de faire de l'apprentissage, d'alimenter des jumeaux numériques et effectivement de concevoir au sens large des algos. Mais si je reprends le chiffre
que j'ai cité tout à l'heure de Google, 60% sur le déplacement de la donnée, et ben on voit bien qu'effectivement il y a un enjeu assez fort directement à être capable de traiter les données au niveau du edge. Alors moi je définis le edge, on peut discuter assez longtemps, ça fait des débats assez passionnés du edge computing entre les acteurs du cloud, les acteurs effectivement de la 5G, je reviendrai un petit peu là-dessus. Moi j'ai tendance à définir le edge comme déjà la capacité à inverser le paradigme, c'est-à-dire que plutôt que d'amener les données vers le computing, c'est ce qu'on fait quand on prend les données et qu'on les envoie dans le cloud, et ben on va plutôt essayer d'amener les applications vers les données. Et c'est effectivement l'idée de base de dire je vais prendre mes applications et je vais les envoyer effectivement dynamiquement au plus proche de la donnée. Alors dans ce contexte, il y a un peu, je parlais tout à l'heure de technologies Docker, Kubernetes qui sont liées à de la standardisation, de la virtualisation au sens large. Il y a un concept qui est assez important, qui est celui du fluid computing, c'est-à-dire justement la capacité à développer une application sans avoir à la réécrire. Parce qu'on voit bien que si je veux envoyer mes applications vers la donnée, je vais pas m'amuser à la réécrire. Moins je la réécris et moins je l'adapte, mieux je me porte. À ce sujet, je reviendrai également là-dessus, il y a une vraie opportunité pour la filière embarquée dans la réponse à ce challenge. Donc, en fait, les définitions du edge et les cas d'usage du edge, on voit en apparaître plusieurs et on voit plusieurs définitions. Il y a le edge et les techno-edge qui sont centrés sur le cloud, qui ont été poussés quelque part par les grands acteurs du cloud et qui, en fait, déportent des fonctionnalités issues du cloud sur des infrastructures de type data center, entre guillemets on-premise, donc quelque part qui sont des data centers privés. Ici, on est dans une logique quelque part qui est avant tout une logique de gestion de la donnée, confidentialité, data privacy. Parce que même quand on est effectivement dans du cloud public, il y a des zones locales qui fait que globalement, la donnée, elle ne va pas aller transiter jusqu'au data center aux quatre coins du monde avant d'être traitée. C'est-à-dire qu'elle est quand même traitée en semi-proximité. Donc en fait, cet aspect edge centré sur le cloud, il est effectivement surtout pour adresser la maîtrise des données et la confidentialité des données. Alors après, on en a un peu parlé sur la 5G et la 5G dans sa dimension industrielle. En fait, la 5G dans sa dimension industrielle est en train de standardiser une partie des concepts du edge computing, donc ça s'appelle MEC. Et en fait, ici, on est sur une vision intermédiaire dans laquelle la donnée, elle n'est pas transportée jusqu'au cloud, mais elle est traitée sur l'infrastructure, quelque part, qui sert à la transporter. Donc on est quelque part sur une vision intermédiaire dans laquelle les infrastructures de télécommunication, en fait, elles ont une capacité à faire du traitement et donc on la transporte un peu moins et un peu moins loin et on la traite donc un peu plus près. C'est la Mobile Edge Computing dont on a parlé dans oui. une des tables rondes. Voilà, MEC, voilà, c'est ça. Donc on est déjà sur une réponse qui limite la consommation énergétique et en fait on voit bien qu'effectivement il y a un troisième challenge qui est celui de dire mais qu'est-ce qui se passe si la donnée je la transporte pas en termes de data privacy et en termes effectivement d'économie sur la capacité de transport on est encore plus optimal et là je vais pas revenir sur la table ronde effectivement sur l'IA embarqué mais on voit effectivement que le sujet prend toute sa dimension. Et dans ce sujet-là, il y a aussi on va dire une dimension qui n'a pas forcément été abordée, c'est celle des opérations. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de design, de conception, parce qu'aujourd'hui les challenges, ils sont dans la conception. Mais en fait, sur l'IA, il y a une vraie dimension, capacité à la faire évoluer en opération. Déjà parce que l'environnement évolue, donc on peut imaginer que l'apprentissage évolue. Et puis en plus, on est dans des systèmes cyberphysiques, et donc dans la cybersécurité, on a des menaces qui également évoluent. Et donc, il faut qu'on soit en capacité à faire évoluer nos algorithmes dans nos systèmes embarqués, donc embarqués sur le terrain, avec une meilleure dynamicité, et ce, après leur mise en service. Donc ça, c'est aussi un grand challenge qu'on se doit d'adresser. Alors, je vous propose effectivement, sur ces sujets de edge computing, de conclure. Donc, j'ai un peu parlé effectivement du monde de l'embarqué, de souveraineté. J'ai un peu parlé du monde du cloud et de ces technologies qui sont en train de frapper à la porte du monde de l'embarqué. En fait, ce qui est extrêmement important,
c'est de se les approprier, de s'approprier ces technologies, néanmoins de défendre un point de vue qui est celui de l'embarqué. Comme vous l'avez vu sur le Edge, suivant qu'on regarde le Edge centré sur le cloud, centré sur l'interface de télécommunication ou centré sur le monde embarqué, on n'est pas tout à fait sur le même système. Et en fait, on a l'impression qu'on est encore dans un balancier qui existe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, qui est celui qui nous fait passer du monde des architectures centralisées au monde des architectures décentralisées. Et en fait, ce balancier, c'est un compromis de l'évolution de la technologie, que ce soit la technologie de traitement, la technologie de stockage, la technologie de communication et les contraintes non fonctionnelles. Xavier Lagrange de l'IMT a parlé de ces contraintes non fonctionnelles qui caractérisaient vraiment les systèmes embarqués. Ces contraintes non fonctionnelles, elles ne sont pas limitées au temps de réponse, elles doivent de plus en plus intégrer le point de vue de l'éco-conception, comme on en a parlé, c'est-à-dire vraiment la vue énergétique, et la gestion des données privées. Mais une fois qu'on a dit ça, pour résoudre le paradoxe et apporter quand même une capacité dynamique à passer d'un traitement qui est exécuté dans le cloud à un traitement qui est exécuté au niveau d'un système embarqué ou un traitement qui est exécuté sur l'infrastructure de réseau, il n'y a pas de bonne architecture. Tout ça, ça dépend des algos, des traitements qui eux-mêmes évoluent de plus en plus et de plus en plus rapidement, et puis ça dépend des technologies. Donc ce qui est important, effectivement, c'est d'intégrer la capacité à comprendre ce qui vient du cloud, des technologies issues du cloud, à les adopter autant que possible, à adopter les standards et à les adapter. C'est-à-dire que je ne suis pas là en train de mettre en concurrence le monde de l'embarqué, le monde du cloud, le monde des telcos. Je pense que ce sont deux mondes qui se nourrissent et peuvent vraiment avoir une utilisation complémentaire absolument formidable. Il nous reste quelques secondes de conclusion. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? Parce que moi j'ai une toute dernière question dès que vous aurez terminé. Alors, ce qui est important, effectivement, quand on regarde juste ces cas d'usage Edge pour l'embarquer, c'était un peu ça dont je parlais, c'est que c'est une combinaison de plein de choses et de l'ensemble des concepts qu'on a abordés précédemment. Donc la capacité à concevoir une IA de confiance frugale, la capacité à concevoir des algorithmes, la capacité à maîtriser le computing, les technologies hardware et les accélérateurs, et sans compromettre l'agilité qui nous permet effectivement d'innover. Et donc là, on tire ces questions sur les écosystèmes, à la fois les communautés et les capacités à disposer de chaînes outillées et de chaînes systèmes extrêmement performantes. Et en fait, c'est vraiment toute cette combinaison et la capacité aussi à se nourrir de technos issus du cloud et à les combiner efficacement qui va amener dans nos systèmes embarqués et dans nos systèmes cyberphysiques une transformation numérique effective qui a quelque part à la fois en vue la maîtrise de l'énergie et la maîtrise de nos données privées. Et c'est là où le edge computing embarqué va vraiment apporter des éléments intéressants. La question de la fin, c'est celle de du thème de cette journée. Comment garder la maîtrise des technologies clés? Vous qui avez suivi les 3 tables rondes, vous qui avez suivi les différents débats, les différentes interventions, est-ce qu'on y a répondu à cette question qui nous a servi de fil rouge de cette journée? Je pense qu'en fait... Est-ce que c'est possible de conserver la maîtrise, justement? Ce qui est important, enfin de toute façon, que ce soit sur ces sujets de souveraineté, on est sur du risque, en fait, et donc à nous déjà d'avoir conscience, on va dire, de la complémentarité des technos, de qui est effectivement situé derrière, de s'appuyer autant que possible sur des open standards. C'est-à-dire que, comme je le disais, derrière l'open source, en fait, l'open source, c'est un open standard de fait. En fait. Et derrière Kubernetes, Docker, c'est effectivement des standards qui sont issus du cloud et qui ont permis de mettre d'accord les GAFA sur la manière de standardiser. RISC-V, c'est aussi de l'open standard. Sur la souveraineté, c'est surtout la capacité à avoir des standards communs et des communautés qui viennent effectivement les nourrir, qui va nous permettre de maîtriser au mieux notre destin.